Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, Da Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va super. Et à la forme? Oui, toujours. Le week-end s'annonce bien. Le week-end s'annonce. Toi, tu n'as jamais de programme du week-end, quoi. Si, Toi, si. c'est famille, Non, famille. Non, là, j'ai une semaine chargée qui arrive là. J'ai 3 mariages la semaine prochaine. Tu aimes bien gérer la famille. Mais non, il faut bien, non? Puisque quand aussi tu as des problèmes, la famille te gère. Ah, d'accord. Il faut bien, on n'a pas le choix. Ah, Jean-Paul. C'est ça, c'est comme ça. C'est ça la solidarité, c'est ça l'union. Voilà, on n'a pas le choix. Quand c'est le tour des autres, ben, tu dois mettre ta main à la pâte. Ouais. Et puis quand ce sera ton tour de solliciter les autres, ils feront de même pour toi. D'accord, ok. Voilà. Donc, tu fais ça dans l'intérêt qu'on fasse pour toi aussi. Non, je le fais Ah, d'abord. si. Non, je le fais d'abord parce que c'est la famille. J'aime ma famille, j'aime mes proches. Et deuxièmement, parce qu'aussi, vous savez, dans les événements familiaux, on apprend aussi. Que ce soit les mariages, les décès, les conflits, on apprend toujours. Et donc, ça rentre dans ce processus qui construit de construction de l'individu qui entre dans le monde adulte, enfin qui est adulte, et après qui va entrer, on l'espère, vers le monde de la sagesse avec la vieillesse. Donc, ce sont toutes ces expériences-là aussi qu'on accumule, ces choses que l'on vit, que l'on entend, que l'on voit et qu'on accumule, voilà, en quelque sorte. Donc, il faut, quand il y a des événements comme ça, même si vous n'avez pas une part centrale, une part vraiment active, mais il faut être là pour observer et comprendre et apprendre. Comment les choses se passent. Exact. L'actualité internationale nous emmène aux États-Unis? Non, on va en Russie, où Vladimir Poutine a effectué hier une visite éclair aux Émirats Arabes Unis. Il est allé à Abu Dhabi et ensuite il s'est rendu à Riyad en Arabie Saoudite. Il faut savoir que depuis la mise en place des sanctions contre la Russie et surtout depuis la délivrance du mandat d'arrêt international contre lui, il a dû un peu en quelque sorte limiter, on voyait un peu qu'il limitait ses déplacements parce qu'il y avait une forte pression des pays occidentaux, surtout les pays signataires du statut de Rome, pour appliquer le mandat d'arrêt international. Parce qu'il faut savoir que la Haye ne dispose pas d'une force, justement une force de police pour aller appréhender des personnes qui sont frappées d'un mandat d'arrêt international. Et donc, elle demande aux pays signataires du statut de Rome de mettre en application ce mandat d'arrêt international-là. Même si les États-Unis, par exemple, même si la Russie ou Israël ou l'Inde ne sont pas signataires, ou encore moins les pays arabes, les pays du Moyen-Orient, ne sont pas signataires des statuts de Rome. Et donc, ils ne reconnaissent pas les compétences de la Cour pénale internationale. Alors donc pareil que nous tous en Afrique, on a signé ça. Ben oui, on a signé comme de bons élèves, mais il y a des pays qui en sont sortis. Il y a des pays qui sont sortis de la Cour pénale internationale. Bon, il y avait l'Afrique du Sud qui menaçait, mais elle n'est pas passée à l'acte. L'Ouganda est sorti de la Cour pénale internationale. La Centrafrique est sortie de la Cour pénale internationale. Donc, le Rwanda est sorti de la Cour pénale internationale. Donc, il y a des pays qui estiment que, et à juste titre, que cette Cour pénale internationale, en réalité, elle est là pour juger les pays faibles, principalement les pays africains, ou encore un peu les pays un peu latino-américains, mais principalement les pays africains, parce qu'on estime que les pays africains ne sont pas en capacité de rendre la justice eux-mêmes. Et donc, c'est ce qui explique que les 2 tiers des personnes qui ont comparu dans cette Cour pénale internationale sont des personnes originaires du continent africain. Donc, voilà. Et donc, pour revenir à Vladimir Poutine, donc il avait dû un peu restreindre ses déplacements à l'étranger, mais il était présent dans des pays d'Europe centrale, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Kyrgyzstan, ces pays avec lesquels il a des accords même stratégiques du point de vue militaire. Il a aussi été en Chine il y a quelques mois. Il a été invité officiellement par Xi Jinping. Il a effectué une visite d'État de 3 jours et au cours de cette visite, les relations bilatérales entre Pékin et Moscou avaient été considérablement renforcées. Et donc là aussi, ce déplacement au Moyen-Orient, donc en Arabie Saoudite et dans les Émirats Arabes Unis, participe justement dans le renforcement des liens stratégiques que la Russie entretient avec ces pays-là. Il faut savoir que la Russie est membre de l'OPEP+, c'est-à-dire les 13 pays de l'OPEP+, plus 10 pays supplémentaires qui se sont ajoutés, qui sont
les pays producteurs et exportateurs de pétrole. Il faut savoir que lors de la dernière réunion de l'OPEP, ils avaient justement décidé de la diminution d'1 million de barils du jour de la production. Et donc ça avait pour objectif de permettre une augmentation du prix du baril, le faire dépasser la barre des $90, voire même la barre des $100. Malheureusement, les résultats ne sont pas tellement au rendez-vous. Pourquoi ? Parce que les Américains essayent, bon an, mal an, de contrecarrer cela en mettant massivement du pétrole, leur pétrole de schiste sur le marché. Mais ça maintient quand même le prix du baril de pétrole à un niveau assez élevé parce que hier, le baril de pétrole s'échangeait à $76 le baril. Donc, c'est quand même assez élevé. Et donc, il s'agissait aussi non seulement sur des questions énergétiques, mais aussi de renforcer les liens sur des questions aussi énergétiques, mais pas seulement les hydrocarbures, mais aussi sur l'énergie nucléaire. Il faut savoir que l'Arabie Saoudite a lancé un ambitieux programme de construction de centrales nucléaires sur son territoire. Et pour cela, elle compte sur l'expérience et l'expertise de la Russie en la matière. La Russie qui est actuellement le pays qui a le plus grand nombre de compétences en matière d'énergie nucléaire. Parce que eux, en dépit d'être de gros producteurs de pétrole et de gaz, ils n'ont jamais abandonné, si tu veux, la technologie nucléaire. Ils l'ont toujours renforcée. Ils ont de grandes entreprises comme Euratom qui sont véritablement des fleurons aujourd'hui énergétiques comparés aux entreprises, qu'elles soient européennes ou américaines, qui ont totalement abandonné cette filière-là, soit disant qu'elle n'était plus une filière d'avenir, mais malheureusement, les événements leur ont donné tort. Et donc aujourd'hui, les pays qui souhaitent acquérir une technologie nucléaire de très bonne qualité, de très bonne facture, sont obligés de se tourner vers la Russie. Et donc, l'Arabie Saoudite, qui a décidé de diversifier ses moyens de production d'énergie, a donc décidé, dans le cadre de sa vision à long terme sur 2030, de mettre en place de construire un certain nombre de centrales. Et donc, la Russie, tout naturellement, était la mieux placée pour répondre à cette demande-là. Sans oublier que, bien entendu, il y a un certain nombre d'événements qui auront lieu en Arabie Saoudite. On parle des Jeux asiatiques en 2026, probablement de la Coupe du monde de football en 2030, et sans oublier aussi le complexe Zeom qu'ils sont en train de construire en plein désert. Donc tout ça fait que, évidemment, ils auront énormément besoin de moyens de production d'énergie en grande quantité. Et donc le pétrole ne pourra pas répondre. La production d'énergie par le biais de l'électricité, par exemple, par le biais du pétrole, ne pourrait pas répondre à cela. Donc, il y a cette question-là. Et puis aussi, il y a la question du conflit au Moyen-Orient, Israël et le conflit israélo-palestinien, qui ont fait l'objet aussi des échanges entre à la fois les autorités émiraties et les autorités saoudiennes. Et par là aussi, donc, Vladimir Poutine vient donc renforcer la coopération avec des États avec lesquels ils ont déjà des relations très très fortes, je l'ai dit, au sein de l'OPEP+, des relations aussi très fortes qui sont en train de se nouer sur le plan industriel, notamment avec l'Arabie Saoudite, la construction du projet de plusieurs centrales nucléaires. Il y a aussi des projets en cours, il y a aussi des projets en étude entre des projets russes aux Émirats arabes unis, notamment dans l'Émirat d'Abu Dhabi. Là-bas, évidemment, on n'a pas encore les détails du contenu de ces différents projets, mais Mohamed Ben Zayed, qui est le président en exercice des Émirats arabes unis et qui est l'émir d'Abu Dhabi, a fait savoir que, évidemment, ils sont en train de travailler sur toute une multitude de projets. Et donc, tout ça vient montrer, une fois de plus, que la Russie, malgré les tentatives occidentales, est de moins en moins isolée. Si c'était vrai pour l'année 2022, cette année 2023 s'achève avec un véritable boulevard qui s'ouvre pour Vladimir Poutine, parce que tant sur le plan militaire en Ukraine, les nouvelles sont bonnes. L'Ukraine a enfin admis avoir échoué sa contre-offensive, et donc évidemment la reconquête des territoires situés à l'est de son pays qui sont conquis par la Russie, ce n'est pas pour maintenant que l'Ukraine pourra reconquérir ces territoires-là, d'autant plus que l'aide américaine est de plus en plus aléatoire, et donc elle est suspendue aux négociations qui sont encore en cours entre démocrates et républicains. Joe Biden a supplié les républicains à au moins tout mettre en œuvre pour accorder quand même
une aide à l'Ukraine parce que si, selon ces termes, la Russie l'emporte en Ukraine, d'autres pays risqueront d'être attaqués par la Russie. Chose à laquelle moi, personnellement, je ne crois pas. Mais néanmoins, ça a été la rhétorique qu'il a essayé d'employer. Et il faut aussi savoir qu'au cours d'une réunion qui s'est tenue hier, en visioconférence du G7, Volodymyr Zelensky s'est adressé aux 7 pays membres du G7 pour leur demander d'accroître leur aide en Ukraine pour les mêmes raisons, en disant qu'il a reconnu certes que la contre-offensive n'a pas marché, mais que les Ukrainiens restaient déterminés à continuer le combat pour la reconquête de l'ensemble, de la totalité des territoires. Ce qui semble militairement de plus en plus difficile, puisque déjà même sur l'aide, au niveau de l'aide militaire, les Ukrainiens montent en gamme. Ils demandent aujourd'hui d'avoir des armes de plus en plus sophistiquées. Ils veulent des avions F-16, ils veulent des avions de transport Hercule C-130, ils veulent des hélicoptères Apache, ils veulent des hélicoptères Black Hawk de transport de troupes et de combat. Donc ils veulent, et sans oublier, plus de missiles longue portée. Donc ils veulent véritablement du matériel de plus en plus sophistiqué. Sauf qu'en face, il y a une plus grande réticence de la part des Américains, notamment du camp républicain, pour lequel ils estiment qu'il n'y a véritablement pas de vision claire de la part de l'administration Joe Biden sur la stratégie à mettre en place en Ukraine. Est-ce qu'il faut aujourd'hui déjà commencer? Et là, il y a une partie de l'opinion américaine qui commence à le dire un peu plus haut, c'est-à-dire demander à l'Ukraine de commencer à négocier avec les Russes en reconnaissant la perte de tous les territoires qui sont déjà conquis par l'armée russe. Donc ça, c'est un peu dans ce contexte-là aussi. Donc Vladimir Poutine arrive donc, il a fait ce tour dans les Émirats arabes unis en Arabie saoudite, alors que sur le plan militaire en Ukraine, les choses s'annoncent de manière positive. Et aussi, il faut savoir qu'à son retour de son périple au Moyen-Orient, il a le lendemain reçu Ebrahim Raïssi, qui est le président de l'Iran qui est l'un des principaux pays avec lequel la Russie aussi entretient de très très fortes relations. Ces deux pays également font face à d'importantes sanctions, notamment de la part des pays occidentaux, et il s'agissait encore de renforcer la coopération à la fois économique, militaire et politique, parce que évidemment il y a encore un nouveau train de sanctions qui a été pris par le G7 à l'encontre de la Russie. C'est le 12e train de sanctions qui concerne notamment l'interdiction d'importation de diamants russes à partir de janvier 2024 pour les diamants qui viennent directement de Russie, et à partir de mars 2024, l'interdiction d'importation de diamants russes à partir de pays tiers. Donc ça aussi, c'est de nouvelles sanctions. C'est des sanctions qui avaient déjà été proposées par Ursula von der Leyen depuis l'année dernière, mais elle attendait d'abord d'avoir, si tu veux, l'avis de l'ensemble du G7 pour pouvoir mettre ce train de sanctions en application. Alors malheureusement, de mon point de vue, c'est une énième train de sanctions qui va au contraire rendre plus difficiles les choses, notamment pour les Européens. Je prends le cas comme un pays comme la Belgique. La Belgique a une ville qui s'appelle Anvers, et Anvers, c'est la deuxième ville diamantaire au monde. Il n'y a pas un seul diamant en Belgique, mais plus de la moitié des diamants produits dans le monde soit sont traités à Anvers, soit passent par Anvers pour aller vers d'autres destinations. Donc, demander à une ville comme Anvers d'appliquer, d'interdire, d'importer des diamants, alors que les diamants russes représentent à peu près 30% des diamants, de la totalité des diamants qui sont diffusés dans le monde. Donc, la Russie est un gros producteur de diamants. Après la Russie, vous avez des pays comme le Botswana, qui sont aussi de très très gros producteurs, l'Afrique du Sud, notamment des pays africains, mais en Europe, la Russie est de loin le plus gros producteur de diamants. Et donc, se passer du diamant russe, ça va être compliqué. Et je suis malheureusement sûr pour les pays européens que les diamantaires belges vont trouver d'autres astuces, passer par Israël, parce qu'Israël n'applique pas de sanctions contre la Russie. Or, il faut savoir que la plupart des diamantaires belges sont d'origine israélienne. Donc, il y aura encore des moyens de contournement des sanctions, comme les Européens contournent allègrement les sanctions concernant le pétrole et le gaz. On le sait, on sait qu'au large des côtes de Grèce ou de Chypre, on transborde le gaz et le pétrole de bateau à bateau au large de ces pays-là. Et ensuite, ce pétrole et ce gaz, quand il entre dans l'Union européenne, il a une autre appellation, il a une autre origine, mais tout en sachant que l'origine est bien russe. Donc, on est dans un contexte géopolitique international, et donc Vladimir Poutine pousse maintenant ses cartes à l'international.
il a d'abord été isolé, il a d'abord été un peu bousculé, mais ce qu'il a fait, c'est d'abord consolider son pouvoir, consolider son armée, consolider son économie et son industrie militaire. Et maintenant, il voit qu'évidemment, il y a une espèce d'alignement des planètes en sa faveur. Et donc, il déploie maintenant les éléments. Il se projette maintenant à l'international. Et c'est comme ça, c'est la raison pour laquelle on voit maintenant, depuis quelques mois, des sorties de Vladimir Poutine en dehors des pays vers lesquels il allait régulièrement, c'est-à-dire la Biélorussie ou bien les pays d'Europe centrale. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine pour l'actualité internationale. Restez connectés sur les 104.5, on se retrouve juste derrière. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.